Sunday Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 315e numéro du Sunday Night Club. On se retrouve ce soir pour débriefer la revancha de los Verde y Blanco après avoir perdu 4-0 à l'aller à Annecy au terme de ce qui apparaît comme étant le pire souvenir de la saison. Eh bien nos verts et blancs ont pris une bien belle revanche en ne faisant qu'une bouchée des Annéciens. Franchement, je sais pas vous, mais cette première mi-temps, je m'en souviendrai vraiment comme un gros temps fort de la saison. On mène 3-0 avant de rentrer au vestiaire et ça aurait pu être beaucoup plus. Avec le score, la manière, le coup tactique, l'ambiance dans les tribunes et sur le parvis du stade, l'énième confirmation de bonne surprise de Pedro, Cardona qui remarque, Apia de retour avec une belle prestation, et bien sûr pour couronner le tout, Gazidis qui assiste à tout ça, et à chaque fois que je le vois dans les tribunes et que c'est un bon match, je me dis yes, ça va peut-être lui donner envie de s'impliquer un peu plus. Franchement, donc on a de quoi savourer pour passer cette trêve serein et sereine. Alors bon, oui, tout n'est pas fait, l'objectif c'est de monter, pas juste de se venger d'Annecy, d'accord, ok, il va falloir encore cravacher parce que les autres ne ralentissent pas, mais en attendant, savourons ces bons moments. Ce soir, je suis avec le spécialiste mercato de Peuple Vert qui est là hors mercato parce que bon, on va pas le faire bosser que 3 mois par an. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous, bonsoir le chat. Très heureux d'être là, de débriefer, comme tu l'as dit, ouais, peut-être un des matchs où on a pris le plus de plaisir cette saison. Donc très content et on va analyser tout ça ensemble. Tu l'as vu dans quelles circonstances le match si tu as pu le voir en direct ? Je l'ai vu en direct tout seul chez moi, comme tous les matchs de l'AS Saint-Etienne depuis le début de saison. Donc voilà, j'ai kiffé. Premier degré, j'étais vraiment content de voir ce match et c'est vrai que bon, on avait des victoires globalement ces derniers temps, mais là c'était avec une saveur différente, j'ai trouvé. Tout à fait, c'est vrai que la tentation de sortir son portable de la poche pour aller scroller l'application Peuple Vert n'a pas été tentante samedi soir. Ce soir, on a aussi la chance d'entendre la belle voix grave de Karl. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir Clément et Quentin, bonsoir le chat. Très content de faire cette émission. Après ce beau succès, cette belle ambiance, tout ça, ça un plaisir. En plus, ma première avec Clem, donc c'est cool. T'étais où toi le soir du match ? En plein milieu du COP Nord. Okay. C'était fou. C'était assez fou. J'arrête pas de. Enfin, en vrai, je redescends pas de mon nuage parce que l'ambiance était. J'en ai rarement vu des comme ça. Alors il manquait un COP. Donc ça laisse présager des 2 derniers matchs de la saison. Hein, quand le COP Sud sera de retour, mais ouais, c'était fou. C'est vrai que j'ai vu pas mal sur les réseaux passer des extraits de l'ambiance de Geoffroy Guichard avec des supporters d'autres clubs qui disaient putain, on les envie ou on fait pas le figure à côté ou machin. Et c'est vrai que l'ambiance de Geoffroy Guichard, déjà en France, est au-dessus du lot, mais alors au niveau de la Ligue 2, il y a quand même pas photo. Quentin est avec nous également pour lire votre joie dans les chats de Twitch et YouTube. Bonsoir Quentin. Bonsoir Keun, bonsoir Karl, bonsoir Clément, bonsoir le chat. Et ça a l'air de bien réagir, hein. Y a beaucoup de gens très contents et très optimistes. Tout à fait. Bonjour à vous qui êtes là sur Twitch et sur YouTube. Alors si vous voyez le chat défiler pas forcément vite de votre côté, c'est parce que on est sur les 2 plateformes, hein, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à nous suivre sur YouTube, puisque la chaîne de Peuple Vert, sur la chaîne de Peuple Vert, vous allez retrouver pas mal de contenu. Le Sunday Night Club en direct et en replay, bien évidemment. On a une nouvelle émission qui s'appelle Jeux Synthé Match et c'est juste après le match un petit débrief à chaud qui est bien sympa à suivre. L'avant-match, bien sûr, au moment de la conférence de presse d'avant-match. Et puis, bien sûr, la chronique de Joss Randall qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas en totale dépression dans sa chronique du jour. Et c'est très agréable aussi de l'écouter. Allez, bref, après cette intro beaucoup trop longue, comme chaque semaine, j'ai envie de dire, c'est parti débrief. Et je bois dans mon bol Saint-Étienne et je vois un joli message de Véritablement Vert. Merci à toi, ça fait plaisir. Messieurs, j'ai reçu un petit coup de pression de Karl avant l'émission qui m'a dit ce soir t'emmerdes pas, tu fais comme une autre émission, on copie, on s'en fout, il y a pas de droit d'auteur, donc on va faire les 3 points. Karl, je te laisse commencer avec tes 3 points.
Alors, le premier point, c'est le coup gagnant de Montagnier, le coup tactique gagnant de Montagnier, la réorganisation qui a totalement fonctionné face à un adversaire qui était travaillé, ça se voit à la vidéo et étudié. Et bon, ça change des mois précédents avant son arrivée. Le deuxième point, ça sera l'ambiance et un peu la communion retrouvée entre une équipe et son public. Le public n'a jamais lâché, mais l'équipe a souvent été pas au niveau au creux de l'hiver. Et puis le troisième point, ça sera le renouveau aussi le renouveau offensif de la SSE, une efficacité retrouvée. Bon, même s'il y a quelques occasions un peu croquées, mais ouais, le renouveau offensif avec une attaque à nouveau épanouie, et ça fait plaisir à voir. Renouveau offensif. Pardon, mais je te trouve un peu dur. Il y a eu le 0-0 contre Grenoble, mais quand même, c'est... Ah non, non, on mais alors continue de marquer. non, mais quand je dis renouveau offensif, c'est plutôt, c'est pas que uniquement sur ce match. C'est vrai que D'accord. j'extrapole un peu. C'est plutôt sous Montagnier. Enfin, effectivement, c'était quand même assez rare de voir un match où tu avais les trois offensifs qui ont marqué. Enfin, c'était pas arrivé depuis belle lurette parce que Cardona, il a mis fin à une dizaine de 4 mois, il me semble, sans marquer. Donc, c'est dans ce sens-là que je le soulignais, pardon. Il me semble que même ça fait plus que 4 mois parce que ils avaient pas dit pendant les commentaires que c'était octobre son dernier but ou je me plante complètement. Bah, c'était contre Nancy, c'était en novembre. C'était Ouais. et à domicile contre Nancy. Ah oui, Donc, oui, c'était, ça fait, ouais, ça fait 4 mois, je ça pense, fait 5 mois. un bon Ouais. moment en tout cas, ouais. Clément, tes 3 points. Alors, fait le bizarre. premier, j'ai le même, c'est le coup tactique Ouais. réussi de Philippe Montagnier. Et les deux autres, par contre, sont différents. Pour le deuxième, j'avais noté une solidité défensive à toute épreuve, mais genre vraiment bluffante, quoi, j'ai trouvé. Et troisième point, Stassin confirme qu'il est tout sauf un neuf banal. Moi, ça me bluffe. Je trouve qu'il a un niveau qui est, bon, c'est en Ligue 2 évidemment, mais je le trouve assez stratosphérique. Oui, et puis tu dis c'est en Ligue 2, mais mine de rien, Il a fait en Ligue 1. les 6 mois On est qu'il a fait d'accord. en Ligue 1 où il plante ses 11 buts, ils existent aussi. Eh ben écoutez, dans vos 3 points, vous avez tous les deux parlé du coup tactique, donc on va commencer avec ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a peut-être tous et toutes surpris ou en tout cas intéressés avant le match. C'est le système qui était affiché sur le papier avec le passage d'un 4-3-3 à un 3-4-3 avec le retour en titulaire de Denis Sapia. Et Philippe Montagnier qui déclare après le match que ça faisait 2-3 semaines qu'il disait aux joueurs qu'il fallait qu'ils développent ce système-là pour avoir plusieurs cordes à leur arc, pour avoir plus de variété. Et je le cite, je pense qu'on a les qualités pour jouer dans ce 3-4-3. Les joueurs étaient très à l'écoute et j'ai trouvé qu'ils l'ont bien maîtrisé. Ouais, pour vous, c'est un vrai coup tactique. Et première question que j'ai envie de vous poser là-dessus, c'est Karl, t'évoquais le fait que ce soit au vu du travail vidéo qui a été fait, tu penses que c'est vraiment un coup tactique pour s'adapter à cet adversaire particulièrement, ou tu penses que c'est de toute façon quelque chose qu'il aurait fini par mettre en place? Bah, alors je sais pas s'il aurait fini par le mettre en place, mais en tout cas c'était l'adversaire idéal. C'était l'adversaire idéal avec un schéma assez offensif. Ils étaient hyper haut, un bloc hyper haut, un milieu assez léger. Et, en gros, on peut dire que c'est un système un peu en 4-2-4. Donc c'était assez offensif et leur but était finalement de vouloir avec ce système de un peu casser la relance de Saint-Étienne. Et au final, bah, de mettre ce système-là en 3-4-3, ça a permis d'étirer les lignes et de les prendre dans la profondeur. Et donc, en fait, c'était le schéma tactique idéal pour affronter Annecy. Donc, moi, je pense que, alors évidemment que je suis pas dans les petits secrets de l'ETRA le reste de la semaine, mais moi, je suis persuadé que c'est grâce à l'étude depuis. En vrai, Montagnier l'a confirmé un peu en conférence de presse, mais c'est grâce à l'étude de l'adversaire qu'ils ont compris que c'était le moment idéal pour le mettre en place, quoi. Ouais. Clément, c'est une vraie différence ça par rapport à ce qu'on a vécu avec Eric Horneland, qui avait ce côté un petit peu borné de vouloir aller jusqu'au bout de ses idées? C'est ça. Bah pour moi, l'idée de ce coup tactique-là, elle préexiste l'analyse vidéo de ce match-là, mais c'est ça, c'était le moment idéal en fait pour tenter, parce que ça collait complètement au style de jeu de Annecy et qu'ils savaient qu'en faisant ça, on allait pouvoir peut-être les ouvrir un peu dans la profondeur. Et oui, ça change de Horneland qui s'est mis sur le tard à l'analyse vidéo et à petite dose et qui avait une forme d'immobilisme tactique un peu insupportable des fois où il changeait pas de système pendant un an. Il n'a pas changé de système, sauf je crois à 2 ou 3 reprises sur des fins de match.
Donc c'est sûr que cet immobilisme-là, des fois, c'était un peu barbant. Et là, voir que la semaine dernière, ça se passe pas très bien, le match contre Grenoble, qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion, etc. Et que là, directement, il y a une réaction et qu'en plus, on s'adapte à l'adversaire, c'est génial. Et c'est ça aussi qu'on attend d'un coach, c'est de savoir s'adapter aux situations et être dans la réaction. Donc franchement, là-dessus, chapeau à Montagnier, et rien à dire, c'est un coup réussi de A à Z. C'est là où, effectivement, Ornoland est peut-être pas un mauvais coach, mais là, l'expérience de Philippe Montagnier parle pour lui. Quentin, dans le chat, les premières réactions là sur la globalité du match. Sur la globalité du match, comme j'ai pu dire en introduction, beaucoup d'enthousiasme avec la victoire. J'ai aussi vu un 4e point pour Guise sur YouTube avec la défaite d'Olas le lendemain au municipal. Et après, pour revenir un petit peu sur le plan tactique, François sur YouTube qui parle que c'était réellement pour piéger pour lui, il pense que c'était pour piéger l'adversaire avec les analyses vidéo qu'ils ont pu voir. Leïla, pareil, qui correspondait bien à Annecy, le 3-4-3. Et pour Francky sur YouTube, il parle de Montagnier en disant que c'est un coach de ouf. Tactique incroyable et sait changer de braquet quand il faut par rapport au match. Ouais. Mais alors, moi, j'ai quand même envie de revenir sur un point, c'est que il a dit, Montagnier, après le match, quand même, que ça faisait plusieurs semaines qu'il évoquait ce changement avec ses joueurs. Je sais plus qui en parlait aussi après le match, mais quelqu'un qui l'a connu à l'époque de Toulouse disait que c'était un système qu'il utilisait aussi beaucoup dans ses précédents clubs. Et est-ce que pour vous, c'était un peu la finalité logique, et est-ce que pour vous c'est un système qui va se maintenir, parce que on a vu que ça avait très bien marché contre Annecy, rien ne nous prouve qu'il va garder ce système là pour les matchs suivants. T'en penses quoi, Clément, toi? Alors que c'est un système qui l'affectionne, oui, pas de doute, et que ce soit bien d'avoir un peu, comme il a dit, plusieurs cordes à notre arc, ça aussi. Après, là, ça passe dans un contexte bien précis, sur un match où il y a beaucoup d'espace, où Annecy se jette dans la gueule du loup, où du coup on arrive à les ouvrir en profondeur. Mais face à des milieux de terrain espaces qu'il y avait derrière leurs latéraux, c'était fou, hein, c'était fou. Et bon, ils ont légèrement rectifié le tir à la mi-temps, mais légèrement, quoi. Non, franchement, c'était assez fou. Et moi, juste la question que je me pose, c'est face à un milieu de terrain qui va être plus dense contre d'autres équipes, est-ce qu'on va pas être un peu plus en difficulté? Et je pense qu'en jouant de la manière exactement dont on a joué samedi soir, ça peut être le cas. Parce qu'au milieu de terrain, bon, tu as Boaké qui est électron libre, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en soutien de Stassin, c'est l'homme un peu à tout faire. Et c'est Kanté qui tient le mitard tout seul un peu. Donc pour moi, ça peut être léger face à d'autres styles de milieu de terrain. Donc c'est là-dessus que je demande à voir. Mais c'est des choses qui peuvent se régler avec, par exemple, Davitashvili qui reviendrait un peu plus dans le cœur du jeu pour faire une sorte de milieu à 3. Et pour moi, ça pourrait être bien aussi face à des équipes qui vont avoir un milieu de terrain compact, mais qui vont nous laisser la possession quand même, d'avoir justement ces deux solutions-là dans l'axe, entre les lignes, avec Davitashvili et Boaké, qui serait un peu électron libre et pourrait faire le lien entre la défense et l'attaque. Pour moi, c'est des pistes d'amélioration. Pourquoi pas un peu plus de décrochage de Davitashvili pour apporter du surnombre aussi au milieu de terrain. Mais en tout cas, c'est un système qu'on reverra. Alors, pour tous les matchs, je sais pas, mais c'est un système qu'on reverra, c'est sûr. Ça a trop bien marché. Et ça a trop bien marché pour ne pas réessayer. Ouais, t'es d'accord avec ça, Karl? Tu penses qu'on va le revoir, ce système? J'espère, mais je pense qu'il n'y aura plus le même effet de surprise. Parce que je suis pas certain qu'Annecy s'y attendait, de 1. Ouais. Et de 2, je suis pas certain effectivement qu'on retrouve avec une équipe avec un milieu aussi faible, parce que le milieu annécien était faible, et le nôtre n'a pas été mis trop en difficulté. Enfin, Kanté et Boaké n'ont pas eu trop de travail défensif. Boaké a pu pas mal se projeter et soutenir les attaquants. Mais donc, effectivement, oui, j'aimerais bien le revoir, mais je pense qu'il faudra aussi s'adapter, quitte à renforcer un peu le milieu de terrain, comme l'a dit Clem, avec des décrochages de Davitashvili. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, sur le papier avant le match? La titularisation d'Apia, le choix des hommes, ou plutôt ce système-là? En soi, quand tu regardes la composition,
moi, on est beaucoup, parce que j'étais dans le COP Nord, tout le monde se demandait c'est quoi ce bordel. Et on n'arrivait pas trop à comprendre de voir 5 défenseurs. Enfin, moi, je l'avais pas vu venir parce que voilà, je suis dans l'extérieur. Et puis après, j'ai vu le tweet de Romain qui nous dit clairement c'est un 3-4-3. Et puis là, tout de suite, ça s'éclaire un peu. Mais oui, la titularisation d'Apia, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir et c'est une vraie belle surprise. C'est une vraie belle surprise. Alors, c'est moins surprenant parce que Apia défensivement, c'est très très compliqué depuis plusieurs mois maintenant. Mais offensivement, avec une sécurité, avec un Pedro magistral derrière, bah forcément, ça a bien fonctionné. Et là encore, donc il y a un choix tactique payant avec ce système, mais il y a un choix payant d'hommes aussi, avec Apia, avec une défense à 3 et les 3 défenseurs qui sont hyper souverains. Enfin, donc oui, c'est la titularisation d'Apia qui m'a le plus surpris et qui m'a convaincu finalement. Ouais. Quentin, je vois que ça réagit pas mal sur le chat de YouTube notamment. Ouais, pour le système, il y a Tom sur Twitch qui parle que ça permet aussi d'intégrer à terme Chico Lamba dans une défense à 3 plus facile que de devoir enlever Nadé ou le Cardinal. Fan de synthé sur YouTube pour, je pense, revenir aussi aux propos de Karl et Clément par rapport au milieu de terrain. Il va avoir le retour de Jaber, donc un duo Jaber-Kanté, comme dit Brian sur YouTube, on a peut-être tous hâte de le voir. Et après, là, sur le choix des joueurs, là, il a sur Twitch qui parle de Apia, ça a permis de soulager Cardona défensivement. Ouais, le premier retour de supporter là que tu as évoqué, qui dit que ça permettra d'intégrer plus facilement Lamba. Mine de rien, là, dur d'enlever Pedro, dur d'enlever le Cardinal, dur d'enlever Nadé. Hein. En vrai, même avec 3 défenseurs centraux, je suis pas sûr qu'il arrive à se faire une place. Et puis il y a Bernauer aussi. Mais j'imagine qu'il doit se dire Pedro basculerait en piston. Si on garde ce système, Pedro basculerait en piston pour mettre Lamba en centrale. Mais après le match qu'a fait Apia, d'un point de vue d'homme, je vois pas comment il peut, s'il continue dans ce système-là, je vois pas comment il peut pas lui réitérer sa confiance. Sur un premier match en tout cas. Mais donc oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, que dans tous les cas, aujourd'hui, Lamba il va devoir aller chercher sa place, quoi. À moins d'un pépin physique, à moins d'une délicatesse avec le Cardinal, par exemple, qui est sorti pour une question de gestion après son alerte de la semaine dernière, mais à moins d'un accident, d'une blessure, etc., il faudra aller le chercher sa place pour Chico. Ouais, les dés ont été bien relancés depuis le début de saison où on s'attendait à ce que ce soit l'embouteillage en attaque. Là, c'est vrai que le casse-tête défensif, parce que on a beaucoup de défenseurs qui donnent satisfaction, c'est pas simple. Individuellement, on a parlé un petit peu du cas Denis Apia. Clément, t'as envie de ressortir qui en top d'abord et en flop ensuite? J'ai évoqué Lucas Tassin tout à l'heure, donc je pense que c'est l'occasion de développer un peu. Ouais. Il y a eu la période compliquée qu'on connaît tous pour Stassin, mais comme on en avait déjà parlé, il s'est remis au travail, il s'est repris en main aussi d'un point de vue perso, parce que ça passait par là pour retrouver le chemin des filets et des bonnes performances. Et alors, depuis l'arrivée de Montagnier, c'est excellent ce qu'il fait, et même depuis quelques matchs, il commence à marquer. Et là, moi, son match de samedi soir, moi, je trouve ça bluffant parce que il y a toujours les courses défensives qu'on lui connaît. Il y a toujours cette intelligence de jeu offensivement où il est capable de jouer aussi bien dos au but que de proposer des courses. Il est intelligent dans ses remises, il est intelligent dans tout ce qu'il fait. Et puis, ouais, il y a cette malice. Enfin, je veux dire, son piqué, c'est du génie. La petite passe qui fait un retrait à Cardona où il s'arrache pour aller la chercher et il la glisse tout doucement. C'est pareil, ça c'est très malicieux, c'est très beau. Moi, franchement, j'ai adoré son match et j'adore ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, aussi bien dans l'état d'esprit que dans la qualité technique, que dans l'investissement qu'il y met. C'est juste génial d'avoir un Stassin comme ça et c'est 3 classes au-dessus de la Ligue 2 et c'est le Stassin qu'on connaît, c'est le Stassin qu'on a envie de voir la saison prochaine en Ligue 1 si on monte, et c'est tout ce que je nous souhaite.
Belle enflammade. Je te relance juste un truc sur Stassin. T'as entendu, j'imagine, la déclaration d'après-match de Montagnier. C'est juste de la com pour toi ou ça révèle vraiment quelque chose pour rappel, pour ceux qui n'ont pas entendu les conférences d'après-match, enfin les interviews d'après-match, Montagnier a dit qu'il avait, après la sélection de Stassin avec les Diables Rouges, il lui avait dit, bon bah écoute, là avant la trêve, je te laisse le choix. Est-ce que tu as envie de t'investir pleinement avec nous et dans ce cas-là, je te titularise. Sinon, je comprends que tu as envie de te préserver et je te ferai pas jouer. Tu le comprends, toi, ce discours-là? Tu penses que ça révèle vraiment quelque chose de Stassin, le fait qu'il ait voulu se battre? Ou c'est vraiment de la com? Ça me choquerait pas tant que ça qu'il lui ait vraiment proposé, parce que c'est quand même quelqu'un qui est vraiment, depuis qu'il est arrivé, qui essaie d'être dans l'humain, dans le bon management, contrairement à ce qui a pu se faire avant, où des fois c'était un peu trop froid. Ça me choquerait pas qu'il lui ait proposé. Après, ouais, en vrai, de ne pas le faire jouer parce qu'il part en sélection le lendemain ou le surlendemain, j'aurais pas forcément trouvé ça très judicieux non plus, quoi. Enfin, on a quand même besoin de lui. Donc, oui, il y a peut-être une petite part de com, mais d'un autre côté, vu comment il est humainement depuis qu'il est arrivé, bon, pourquoi pas. Mais le fait qu'il veut jouer, ça dans tous les cas, pour moi, c'est évident. Quand il dit que chaque match à Geoffroy Guichard, quand il marque, c'est la plus belle sensation qui est possible pour lui, j'y crois complet et ça se voit, je trouve. Là, on voit Oui. un Stassin qui prend le plaisir. C'est assez visible, ça saute aux yeux. C'est vrai qu'après son but, là, après son petit piqué, on le voit aller Ah bah oui, quand même. vraiment au contact des supporters. Et ça se voit qu'il prend un shot d'adrénaline là et d'endorphine bien vénère. Avant qu'on passe à ton flop, Clément, Karl, toi sur Lucas Tassin, pareil, t'es conquis par notre attaquant belge. T'es mute. Ouais, c'est mieux comme ça. Oui, totalement conquis. Après, moi, j'ai vu le match du stade. Il n'y a pas mieux que Clément, mais effectivement, juste dans l'attitude, dans le body language et dans les déclarations d'après-match, tu comprends qu'il a pleinement confiance, qu'il s'épanouit à Saint-Étienne, contrairement à ce que certains Belges peuvent sous-entendre, avec les supporters qui ont pu le siffler, être un peu ingrats à certains moments avec lui, et ben l'amour ouf est de retour. Et concernant la déclaration de Montagnier, le coup de com, il est où? Le coup de com, il est de dire à l'antenne sur Beansport à la fin du match. Est-ce que c'est arrivé? Peut-être. S'il le dit, je vois pas pourquoi il mentirait. Ouais. Et ça témoigne de quoi? Ça témoigne de la confiance totale qu'il a en son joueur et d'une confiance totale qu'il a en lui aussi et dans son management. Parce que de dire ouais, Lucas, t'es qualifié t'es appelé par Rudy Garcia pour jouer pour jouer avec la Belgique, le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Je sais que ça compte pour toi, donc si tu veux pas jouer, ne joue pas. En fait, en laissant la possibilité, il connaît déjà la réponse avant de la poser, cette question. Il sait que Lucas Tassin jouera et qu'il voudra jouer à tout prix. Donc, en fait, ça témoigne juste d'une relation de confiance hyper importante et hyper privilégiée entre les deux, entre le coach et son joueur. Et ça n'augure que du bon pour les 6 derniers matchs de la saison. Enfin, j'espère les 6 derniers matchs, potentiellement 9, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais, 6 matchs potentiellement 9. Oui, si on joue les playoffs, c'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr. C'est qui ton top? On a parlé, donc t'as parlé de Denis Sapia, on a parlé un petit peu du Castassin, et pas de Lucas Tassin. Tu sortirais qui toi en top? Je pense que je suis obligé de parler de Kevin Pedro, mais on en reparlera avec Clem, parce que Clem, il le connaît mieux que moi. Il l'a vu en jeune beaucoup plus souvent que moi. Mais oui, je suis obligé de citer Kevin Pedro, quoi. Parce qu'en fait, le gamin, il a 20 ans, et en fait, à 20 ans, il est déjà titulaire indiscutable dans son club formateur, alors qu'il y a 6 mois, il jouait à peine, et il avait un match dans les jambes, c'était contre Monaco. En tout début de saison dernière en Ligue 1, vous vous souvenez, Marwan Nzonzi qui jouait aussi, enfin c'était des circonstances totalement différentes. Donc oui, l'ascension fulgurante de Kevin Pedro, la solidité et puis son apport offensif font que tu es obligé de le ressortir en top après ce match-là, quoi. Pour toi, il a gagné sa place de titulaire indiscutable, ça y est? Oui. En plus, sa polyvalence qui peut jouer en arrière droit ou en défenseur central, en défenseur à 3, en défense centrale à 2 ou à 3. Oui. Et puis vu ce que dit à la fin aussi Montagnier, parce qu'il adore Montagnier et qui dit Gérald, donc Gérald Batic, le sélectionneur des espoirs, j'espère qu'il a vu le match parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de latéraux de son niveau. Bon voilà, faut dire Pedro est dans le cœur de Montagnier, dans l'esprit de Montagnier. Et oui, je pense qu'il a sa place de titulaire indiscutable maintenant.
Je déteste déjà la question que je vais te poser, mais quand tu es un petit jeune du centre de formation et que tu as Chico Lamba qui est le plus gros transfert de l'été dernier, le défenseur le plus cher de l'histoire du club qui revient disponible, est-ce qu'il n'y a pas que le sportif qui va compter et peut-être qu'on va avoir besoin de faire jouer Chico Lamba aussi pour justifier son prix, non? Tu m'aurais dit ça sous l'ère Romeyer et Kayazo, je t'aurais dit oui. Ok. Aujourd'hui, je pense qu'on a le luxe de pouvoir ne pas se poser cette question-là. Et en l'occurrence, je pense que d'un point de vue communication et projet pur, Kilmer a tout intérêt à faire éclore et à faire jouer aussi la pépite du centre de formation, parce que en arrivant au club, ils avaient clairement dit le centre de formation, on veut s'appuyer dessus, on veut faire éclore de jeunes talents, les valoriser, etc. Donc en fait, Pedro il est totalement dans ce schéma-là, et c'est leur première un peu, en quelque sorte, c'est un peu leur première pépite sortie, en tout cas sous leur mandature à la tête de la SSE, quoi. Ouais. Clément, toi qui maîtrise les arcanes du mercato comme pas deux, donc on est d'accord, Pedro il a prolongé cet hiver. Ouais, c'est ça. Il a 2030. prolongé jusqu'en 2030, ouais, c'est bien ça. On le garde cet été? J'aurais tendance à dire que oui. En tout cas, le deal, il n'y avait pas de deal comme quoi tu prolonges et on te laisse un bon cet été. Pour moi, là, il va commencer à prendre sacrément en valeur. Je sais déjà qu'il y a des très bons clubs qui commencent à se pencher dessus. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas avant qu'il joue, parce qu'il y avait des clubs qui avaient voulu le faire signer avant la signature de son contrat stagiaire et avant la signature de son premier contrat pro. Donc, il y avait toujours eu des clubs sur lui à l'affût, et encore plus quand ils voyaient qu'il jouait pas trop et qu'ils comprenaient pas pourquoi. On va être sollicité, mais je ne vois pas spécialement le vendre cet été. Ça me semble un peu précipité. Et tu penses que le joueur, il a envie de rester il est dans l'optique de vas-y, je découvre le plus haut niveau avec la Ligue 1, avec Saint-Etienne, mon club formateur, ou est-ce que tu penses qu'il préfère être acheté par Chelsea, ensuite prêté à Strasbourg et ne pas jouer à Strasbourg? Très honnêtement, j'ai pas l'info, mais après, par exemple, si on prend l'exemple de Amougou, bon, tout le monde a dit c'est un voleur, il s'est barré, il est mal entouré, etc. Bon, sur le coup, quand il part à Chelsea, c'est pas la bonne décision d'un point de vue purement sportif. Il y a d'autres facteurs qui expliquent ce choix aussi. Mais Amougou, moi, je l'avais déjà souligné, mais avant de partir à Chelsea, il s'était déjà opposé 2-3 fois à ses agents pour qui eux voulaient absolument qu'il quitte Saint-Etienne, et s'y était opposé 2-3 fois en refusant certaines approches. Là, sur Kevin Pedro, on est sur un schéma différent où, de ce qu'on m'avait dit, moi, pour les négociations de la prolongation, tout s'était très bien déroulé et tout s'était très rapidement fait. Plus rapidement, par exemple, que Gadi Beku, qui au final a prolongé il y a pas longtemps. Plus rapidement que El Jamali, qui, bon, après, El Jamali, il est blessé, mais la proposition, à ma connaissance, n'est toujours pas signée. Donc, tout s'était très bien déroulé cet hiver. Si on monte en Ligue 1, ça sera un cap qui pourra être passé dans son club formateur. Je vois pas de raison de se précipiter, de partir comme ça. Le projet est cohérent, on lui fait confiance, il joue tous les matchs. Pour moi, il y a moyen qu'il reste, oui. Ça m'inquiète pas plus que ça, en tout cas. Oui, un et peu. Jusque-là, les discussions ont été très constructives et tout s'est rapidement fait dès qu'il y a eu une signature à faire. Un peu comme Saliba, au moins qu'il fasse une saison complète en Ligue 1, c'est sûr que ce serait bien. Et pour lui, et pour nous. Je veux juste rajouter quelque chose, si tu me permets. Parce que on a parlé de Pedro, on a parlé d'Apia, mais le pendant d'Apia à gauche, Hold, sûrement son meilleur match pour moi. On s'y est presque habitué, mais c'est fou quand même, Ben Hold. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi le gagnant de ce système-là, parce qu'il retrouve son côté offensif, qui est sa formation et son poste initial. Hein. Il a été bon. C'est vrai que là, dans les notes que tu m'as envoyées, j'ai vu qu'il avait pris un 6. Moi, j'aurais bien mis un 7. Hein. Ben, je pense que c'est le côté pas décisif qui lui a enlevé cette note. Je sais pas, j'étais pas dans les secrets des notes, mais oui, moi je pense que son match, je le trouve, tu le vois tout de suite qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il arrive à l'entrée de la phase de réparation, sur son côté beaucoup plus offensif. Et la relation avec David Tejvili, de toute façon, elle est en train de se bonifier match après match. Ouais. Donc, très agréablement surpris par son match, et je pense que c'est aussi un des gagnants de ce système-là.
Ouais, je suis bien d'accord. Et il a dû être bien chiant pour son vis-à-vis samedi soir, hein. Il a fait une très belle prestation. Quentin, sur les joueurs qu'on a évoqués, Pedro et Stassin comme étant les flops, alors il y en a d'autres, hein, mais on va dire les deux principaux. Est-ce que le chat a des choses à dire? Le chat, globalement, hein, c'est les joueurs qui sont cités. Il y a eu aussi Ben Hold, hein, de la part de Meta sur YouTube, hein, qui parlait de sa progression de match en match. Même pour certains, il est en train de récupérer une place pour l'année prochaine. Alors peut-être pas titulaire, mais au moins dans la rotation pour la Ligue 1, pour fans de Mm. synthé toujours sur YouTube. Et ce qui est ressorti aussi pas mal, c'est l'attitude de Stassin globalement, hein, que ça soit C'est vrai. sa détermination sur le but, de comment il réagit sur le but, parce que c'est Cardona qui marque, donc ça lui fait plaisir, etc. L'attitude est remontée, tout comme on va pas l'oublier, les supporters, hein, Nathalie le précise, hein, toute l'équipe, Pedro et les supporters. On a commencé à en parler, mais il y a Brian sur YouTube qui parle d'un Pedro qui va valoir très cher d'ici quelques années Ouais, également. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Un petit mot sur les. Karl, dans tes 3 points, du coup, ton troisième point, si j'ai bien noté, tu parlais du renouveau offensif. C'est vrai que là, on s'est un peu installé maintenant avec Stassin, Cardona et Davitashvili devant. Je vais vous afficher le 11 type de Philippe Montagnier en termes de minutes jouées. Donc vous voyez vraiment que Cardona, Stassin, Davitashvili se sont vraiment imposés sur ces 3 postes-là. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire sur ce renouveau offensif, justement? Qu'est-ce qui s'est Bah, débloqué selon toi? C'est c'est un Ilan? peu ce que. Bah alors, ouais, En alors vrai? moi, Merde, ouais, non, vous m'entendez? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, pardon. Oui, je disais, alors c'est la première fois que j'allais au stade depuis qu'Ilan avait été promu entraîneur des attaquants. Donc ça m'a fait plaisir de le voir déjà Ouais. sur la pelouse. Spécifique attaquant à la fin de l'échauffement, ça fait plaisir. Donc oui, je pense que son apport est indéniable, son expérience, et en plus, je crois que ça a été confirmé en conférence de presse ou en interview d'après-match par les joueurs et par Montagnier eux-mêmes. Mais c'est aussi, enfin, c'est drôle parce que Cardona a une occasion en or en première mi-temps juste avant son but, et en fait il est trop altruiste et il veut faire une passe à Davitashvili. Bon bref, ça mène à rien, et là je dis à mon pote Arthur qui était avec moi au stade, et je lui dis putain, mais ça se voit tellement que Cardo est en manque de confiance, parce que celle-là normalement il l'attente. Et puis bon, après 5 minutes après, il y a le cadeau de Stassin qui permet à Cardona de la pousser au fond des filets. C'est pas le plus beau but, mais Mm. tu vois sa réaction, tu vois le soulagement qu'il a en lui. Et en fait, ça fait très plaisir, parce que Davitashvili est en pleine bourse, Tassin aussi maintenant, mais Cardona, c'était un peu Le parent pauvre de le, l'attaque, ouais. le Mm. parent pauvre de cette attaque, tu vois, exactement. Et que ouais, c'est ce but qui peut être libérateur, fait très plaisir à voir aussi. Et donc oui, c'était pour ça que je voulais souligner le renouveau offensif. Parce que même au début de l'ère Montagnier, quand Stassin était décisif, mais pas buteur, ça reposait beaucoup sur Davitashvili. Et en fait, là, tu te rends compte que les 3 attaquants sont en train de prendre leur part dans cette attaque de feu. Et c'est ce que je voulais souligner, parce que le 4-0 contre Annecy en a été l'illustration la plus belle. Tout à fait. Et on dit 4-0, mais si la barre de Stassin en première période n'est pas une barre, mais une barre rentrante, si le petit piqué de Davitashvili Ouais. est un peu plus précis, comme l'a été le piqué de Stassin en seconde période, ça peut faire 6-0 et potentiellement plus. Donc ouais, c'est sûr qu'on a vu une très belle prestation offensive de nos Verts. Il y a Apia aussi en première période. Je crois que c'est lui qui met la Ouais. première frappe qui s'envole un petit peu, mais où il était très bien placé quand même. Donc ouais, belle prestation offensive. Et Clément, dans tes 3 points, toi, ça fait le pendant. Tu as parlé de la prestation défensive et de cette solidité depuis que Montagnier est arrivé. Depuis qu'il est là, Philippe Montagnier, je sais pas si je l'ai en visuel, mais c'est assez impressionnant la solidité défensive quand même. Ouais, c'est 0,29 buts totalement. encaissés par match, voilà. Ouais, et puis je crois, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais on concède moins de 0,10 expected goal sur le match contre Annecy là. Ça veut dire que Annecy n'a pas été dangereux du tout du match. Ouais, pour moi c'est assez bluffant. Il y a plusieurs raisons à ça, je dirais. Déjà, le fait que une des premières volontés de Montagnier, c'était de
de resserrer les lignes, d'être plus cohérent en bloc équipe et plus compact. Ça a apporté ses fruits, notamment sur les premiers matchs où c'est vrai que des fois c'était un peu timide, mais au moins on n'était pas inquiété défensivement. Il y a l'arrivée de Le Cardinal qui est quand même un apport, qui est quand même un vrai apport. C'est très très costaud, ce qu'il fait aussi bien défensivement que à la relance. Puis c'est tellement bien intégré le Cardinal, t'as l'impression qu'il est là depuis 3 ans, quoi. C'est très naturel, c'est comme, ça. Vraiment. Comme Giraudon. Pardon. Et puis moi, quand même un truc qu'il faut souligner, je pense, c'est aussi l'apport de Kanté. Alors des fois, il m'énerve un peu parce que il prend pas d'initiative avec ballon. C'est vrai, il paraît limité avec ballon et il l'est peut-être un peu. Mais d'un autre côté, si on va voir un peu plus loin, si on va voir derrière, l'équilibre qu'il apporte est quand même très précieux. Et c'est vrai que là, sur ce match-là, il tient le milieu de terrain à lui tout seul. Alors tout n'est pas parfait, mais il a une tâche et il essaye de la remplir au mieux. Il va pas s'éparpiller à faire n'importe quoi. Et au moins, voilà, il apporte l'équilibre qu'il doit quand même, qu'il doit apporter. Et je trouve ça intéressant d'avoir vraiment un vrai 6, c'est ce qu'on voulait. Et là, je pense qu'on l'a. Et alors, tout à l'heure, ça parlait d'un milieu de terrain Kanté, Jabert. Bah, moi, vous voyez, je ne suis pas convaincu de cette solution-là, par exemple. Pas du tout, même. Bah, c'est vrai que le côté technique balle au pied, Boakier l'apporte beaucoup plus que Jabert et beaucoup plus que Kanté. Et c'est vrai que ça fait un équilibre un petit peu. Alors que si t'as Kanté, Jabert, c'est vrai que c'est peut-être un peu brut de décoffrage, quoi. Ouais. Et puis, alors, on parlait de la partie défensive. Il ne faut pas non plus négliger, je pense, le nombre de ballons que Boakier gratte. Où Annecy ne dépasse même pas le milieu de terrain. Le mec a un volume de jeu de dingue, un volume de course de dingue, et c'est un poison. Quand il jaillit dans les pieds comme ça, c'est un vrai poison, et ça empêche beaucoup de situations de possession pour Annecy. Ça, c'est à prendre en compte aussi, où des fois, en fait, Annecy ne dépasse même pas le milieu de terrain, tellement ce mec est agressif, et je pense qu'il est insupportable à jouer, Boakier, quand il est comme ça. Tu parlais de Le Cardinal, donc qui est capitaine depuis l'absence de Larsonneur. Quand il est sorti, c'est Apia qui a récupéré le brassard. Et quand Apia est sorti, c'est qui a récupéré le brassard déjà ? Nadé. C'est Nadé, ok. Ah, il reste sur la toute fin, ouais. J'avais un doute. Je vais te demander à toi, Clément, parce que Karl, il était dans les tribunes, donc s'il dit du bien des tribunes, il dit du bien de lui quelque part, et on sait qu'il a un gros ego, mais quand même, on va pas lui servir sur un plateau. Salopard. T'inquiète, je viendrai vers toi aussi. Clément, qu'est-ce que t'en as pensé de ces tribunes ? On l'a évoqué vite fait en début d'émission, mais incroyable encore cette ambiance avec pourtant uniquement 3 tribunes sur 4, quoi. Ouais, dingue, franchement dingue. Déjà, moi, faut savoir, un match à domicile, je l'aborde avec 2 fois plus d'enthousiasme qu'un match à l'extérieur, alors que je suis devant mon ordinateur. Déjà, pour moi, ça change vraiment beaucoup de choses, de savoir que le match va se jouer à Geoffroy Guichard, que je vais voir du vert partout dans les tribunes, que ça va chanter, qu'il va y avoir une ambiance comme ça. Déjà, ça me remplit de joie. Et là, un COP fermé, comme on l'a dit, le COP Sud, qui était à huis clos. Mais les échanges entre Henri Point et le COP Nord, il faut en parler. C'était dingue et je veux voir ça jusqu'à la fin de la saison. Il faut absolument quand Henri Point se mobilise comme ça. Après, peut-être qu'il y avait des gens du COP Sud qui du coup étaient Henri Point et que ça a un peu motivé. Mais il faut absolument trouver un moyen de maintenir ça parce que c'est fou. Ça rajoute. Alors, je pense qu'au stade, déjà, c'est dingue, mais aussi pour le rendu télé. Je vous jure que Karl, je te jure que c'était bluffant, quoi. Franchement. Visuellement, à la télé, c'était une des plus belles ambiances de la saison. Et je pense top 3 et pas 3e, quoi. C'était vraiment fou. Ouais, mais bien sûr. Mais du coup, moi, parce que en fait, dimanche, je rentre tôt de Saint-Etienne, je suis fatigué et tout. Je me dis, je vais me mettre devant le match. Et je me mettais devant le match, non pas pour revoir le match en tant que tel, mais c'était pour revoir les ambiances. Et en fait, c'était sacrément fidèle. T'as raison, Clem. Nous, depuis le Côte Nord, enfin, déjà, t'arrives, les Greens qui organisent leur watch party sur le parvis et qui viennent soutenir le bus à son arrivée. Et puis après, t'es dans les tribunes, il y a un feu d'artifice au début du match, puis un feu d'artifice au premier but, et après, je crois qu'ils comprennent que le scénario fait qu'ils n'auront pas assez de feu d'artifice pour tout le match. Du coup, ils se calent et ils en recraquent à la fin du match. Et en fait, tu les vois depuis l'intérieur de Geoffroy Guichard, enfin, c'était dingue. Et puis effectivement, Henri Point, mais qui se levait d'un seul homme, qui tendait les écharpes, qui communie avec le COP Nord. Enfin, j'ai rarement vu ça. Ça fait 5 ans que je suis abonné. J'ai très rarement vu ça. C'était assez fou. La première mi-temps, il y a eu un petit creux au début de la seconde mi-temps parce qu'en fait, je pense que c'est un problème de riche de dire ça, mais je crois qu'il y avait un peu de lassitude. Bon, on en a mis 3 déjà. Et puis après, c'est vite revenu après le 4e but de David Tachvili. Et
Et puis le dernier quart d'heure, bah, c'était toutes les images qui circulent sur Twitter, c'est ça, quoi. Et c'était vraiment fou. Vraiment fou. Et moi, je pense que c'est même pas top 3 de la saison, c'est top 2. Et voilà, on se laisse une petite place. Voilà, mais c'était vraiment fou. Et voilà, je l'ai dit au début de l'émission, mais le Cop Sud n'était pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il sera encore pas là contre Dunkerque, mais il va revenir pour les 2 derniers matchs. 3, donc le choc de la fin de saison. Et Amiens, cinquantenaire de la légende de 76. Il y a un moyen que la fin de saison soit totalement en fusion et totalement dingue aussi dans les tribunes, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et superbe tifo d'avant-match aussi. Mine de rien, ça c'est un truc aussi, mais en tant que supporter stéphanois, on est habitué à manger du caviar. Mais quand tu vois ce qui se fait en termes de tifo, je ne citerai pas les autres clubs auxquels je pense, mais enfin, on a de la chance quand même. Là, c'est un tifo un peu lambda, comme il y en a régulièrement, et en fait, il est magnifique. Enfin, ouais. C'est fou, et comme vous dites, tout ça avec un cop fermé. Mais d'ailleurs, ouais, effectivement, le fait que Henri Point se donne aussi clairement pour l'ambiance, je crois que c'est ça qui fait que l'ambiance a... Parce que les cops, ils sont toujours au rendez-vous. Là, le fait que Henri Point en plus s'y mette, ça fait vraiment la différence. Donc, les prochaines fois que vous croisez Joss Randall et ses potes du gang des Binous, là, vous leur mettez bien un petit coup de pied au cul pour qu'ils se lèvent et qu'ils restent pas assis pendant 90 minutes, ça fait du bien. Ouais, il va se lever. Bon, il va se lever, je te le dis, moi, le tonton. Ah bah ça c'est sûr. Bon bah voilà, on a fait un petit point tribune. En tout cas, moi j'ai pas pu être au stade là cette année, j'ai quasiment pas été. Mais merci encore à tous ceux qui font vivre ces tribunes parce que c'est un stade magnifique et c'est en grande partie aussi pour ça qu'on aime ce club. Rapidement, on revient quand même sur le choix tactique de ce match avec ce passage en système en 3-4-3. Donc on a parlé, hein, l'effet de surprise qui a bien fonctionné vis-à-vis d'Annecy, qui était une belle adaptation aussi vis-à-vis de ce que eux avaient à proposer. Mais globalement, on a dit tout le bien qu'on avait pensé du match, mais est-ce que c'est un match référence depuis que Philippe Montagnier est arrivé, ou est-ce que selon vous c'est plutôt une première mi-temps référence, ou aucun des deux? Parce que on a quand même mangé des belles périodes hein, depuis l'arrivée de Montagnier. Clément, t'en penses quoi? Je pense que c'est une première mi-temps de référence, oui, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le meilleur match depuis l'arrivée de Philippe Montagnier. Après, le match dans sa globalité, on n'est pas. Après, qu'est-ce que c'est un match référence? On n'est jamais ultra dominateur sur 90 minutes, c'est quasiment impossible. Donc, oui, allez, je me laisse aller, c'est un match référence. Karl, ouais, je rappelle, hein, Philippe Montagnier a dit après le match, on cherchait aussi un match de référence, c'est le match le plus abouti depuis que je suis arrivé, même si en seconde mi-temps, les dés étaient un peu jetés, les objectifs étaient donc différents, la première mi-temps est une première mi-temps de référence. Oui, bah en fait, oui, la première mi-temps est une mi-temps de référence et elle te permet de la deuxième mi-temps pouvoir assurer ton clean sheet, de pouvoir stabiliser ton milieu. En plus, Annecy avait un peu reculé, donc automatiquement ça laisse moins d'espace, etc. Mais au final, la première mi-temps te permet de pouvoir relâcher un peu en deuxième mi-temps tout en gardant le même sérieux défensif. Et donc en fait, oui, dans l'ensemble, c'est un match de référence, évidemment. Après, oui, convaincu que la première mi-temps, c'est la plus grosse première mi-temps qu'on ait fait depuis l'arrivée de Montagnier. Ça, sûr et certain. Et puis c'était voulu de calmer le jeu en seconde mi-temps. Je crois que c'est Brice Maubleu qui disait en zone mixte après le match que la consigne dans les vestiaires, c'était bon, certes de continuer à prendre du plaisir, mais surtout de préserver le clean sheet et de continuer cette série de clean sheets. Donc à partir du moment où c'est voulu, on peut considérer, oui, je pense que c'est un match référence, avec peut-être deux objectifs différents sur les deux mi-temps, mais dans les deux cas, les objectifs, ils ont été remplis à fond. Ouais. Et justement, là, par rapport à cette tactique, on l'a vite fait évoquer, mais est-ce qu'on risque pas d'avoir un problème de gestion de groupe pour Philippe Montagnier? Parce que on en parlait, il y a le retour de Lamba et Bernauer en défense, dans une défense qui est quand même hyper solide. Il y a aussi le retour de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu, qui étaient quand même des éléments
assez important de l'équipe tout au long de la saison. Et puis même devant, et j'oublie bien sûr Emen Mouefek, mais Joshua Dufus, j'ai l'impression, moi, depuis le début de l'année, que je dis que je veux voir Dufus, mais en même temps, à la place de qui, à quel moment est-ce qu'on se dirige pas vers un vrai problème de gestion pour Montagnier? T'en penses quoi, Clem? Alors, défensivement, déjà, avec tout le respect, Bernauer, il revient de blessure, c'est très bien, mais je pense il peut rester un peu sur la touche pour le moment, parce que pour moi, on ne parle pas de la même catégorie de joueurs, il est trop peu fiable, Bernauer. Enfin, il y a les blessures, évidemment, où il n'est pas fiable physiquement, mais même aussi sur les boulettes qu'il peut faire et tout. Pour moi, on n'est pas du tout sur quelqu'un que je vois réintégrer le 11 Ok. rapidement. Chico Lamba, le débat va se poser. Et en effet, je pense qu'à la moindre erreur de quelqu'un en défense, notamment Michael Nadé, même si je l'aime bien, je pense qu'en effet, moindre erreur de Nadé, si on est sur un système à 4, c'est Lamba qui prend la place. Mm. Sur un système à 3, c'est plus compliqué parce que si tu as 3 centraux droitiers derrière, ça peut poser problème. Après, tout à l'heure, on parlait de Kevin Pedro. Pour moi, Pedro, c'est quasiment le dernier que je sors en défense. Mm. Ça n'aurait aucun sens de le bouger. Et devant, bah oui, Dufus, oui, il joue pas beaucoup, mais si les trois te font un match comme ça, c'est compliqué. Après, là, il rentre quand même assez tôt. Je crois qu'il rentre, il joue une bonne demi-heure, Dufus. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est mieux que quand il rentre à la 80e, où là, je peux comprendre que ce soit frustrant. À Swarmeland, Mais c'était compliqué. Les entrées à la 96e. sous Ormeland, il y a eu la période vers octobre là où moi ça me dégoûtait la gestion Ouais. qui faisait du cas Dufus. Là, on n'est pas sur cette proportion-là, je pense. De un, parce que l'équipe tourne super bien, et de deux, parce qu'il rentre quand même des fois 20-30 minutes. On a passé un cap. Mais oui, c'est des problèmes de riches, et je préfère avoir ces problèmes-là que les moments où on se disait si on met Batou Binsika ou je sais pas qui en défense, quoi. C'est vrai. Ou Joris Gnagnon. Karl, sur cette question de gestion du groupe, est-ce que toi Euh, aussi tu considères que c'est des problèmes de riches et qu'en fait vaut mieux avoir ce genre de problème-là que l'inverse, ou que ça peut vraiment poser problème en vrai? oui, oui, bah, alors c'est clairement des problèmes de riches. Je veux dire, l'objectif principal, c'est un objectif collectif. Les individualités, elles passent après. On en a assez bavé pendant 6 mois défensivement Oui. pour ne pas avoir à réfléchir trop longtemps en posant la meilleure équipe possible, en tout cas sur la ligne défensive. Le milieu de terrain, moi, bon, j'ai un affect particulier pour Aymen Mouefek et ça me fait, bon, ça me peine un peu de le voir rentrer que 10-15 minutes à la fin de chaque match. Ouais, et en plus, Mouefek là il rentre 10-15 minutes, mais quand Jabert et Tardu reviennent, c'est même pas sûr qu'il rentre. Hein. Le show, et voilà, je suis même pas sûr, donc moi ça me fait un peu suer ça. Et puis bon, Dufus, comme tu dis Clem, là c'est 20 ou 30 minutes qu'il a joué contre Annecy, c'est déjà pas mal. Quand tu as un Stassin en fusion comme il est actuellement, il est hors de question que tu prennes le risque de le sortir pour satisfaire un temps de jeu d'un jeune crack qui aura tout le temps de s'épanouir dans le futur, quoi. Ouais. Donc non, ouais, un problème de riche comme vous dites, et pour une fois qu'on l'a, on va pas s'en plaindre. Tout à fait. Quentin, sur ces questions-là, est-ce que tu as des retours à nous faire? Alors pour l'ambiance, dans un premier temps, tout le monde parle que d'une ambiance incroyable. Brian qui, pour lui, avec aucun débat, c'est la meilleure en France, et il se demande qu'est-ce que ça va être, Geoffroy Guichard, avec l'hymne de la Ligue des Champions. Pour lui, le stade va se retourner. Et voilà, globalement, ambiance de folie, et on attend aussi, hein, que le COP Sud soit présent, parce que avec un poumon en moins, on respire moins bien, comme ça a été dit aussi Ouais. sur les chats. Et après, pour la question du match référence ou pas, pour beaucoup, c'est oui, hein, et ce qui est beaucoup ressorti, c'est pas forcément les 4 buts marqués, etc., mais c'est la solidité défensive, avec Elio Robin sur YouTube qui parle de 0,06 XG concédé, qui est rien, avec 0 occasion concédée en plus, une première fois de la saison pour Bachou. Donc sur ces deux-là, voilà les petits retours. Et concernant la gestion de groupe, j'ai vu, qu'est-ce que ça va être, toujours pas la Ligue des Champions, hein. On est supporters stéphanois, on gagne depuis maintenant 7 journées, on est invaincu, donc on voit très loin tout de suite. Ah bah. Qu'est-ce que ça va être quand on sera en Ligue des Champions, avec Bah ouais, on peut-être kiffe. des joueurs avec un plus gros
un plus gros melon, etc. Mais moi, juste, ouais, il y a un commentaire que je rajoute, c'est c'est Olex qui nous dit, c'est vrai que Stassin, il part aux États-Unis là, avec la Belgique pour la tournée. Donc, qui dit États-Unis dit décalage horaire. Je sais pas quand il rentre, etc. Mais après, il y a peut-être une possibilité s'il rentre tard que ce soit l'occasion pour Dufus d'avoir un peu plus de jeu. Je sais pas. Il y J'ai a regardé et la Belgique joue à 3h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc Ok. c'est hyper tard. Donc ça fait 3h du matin heure française. Hein, donc c'est-à-dire Ouais. qu'il sera, je pense, à Saint-Etienne, on va dire le vendredi, quoi. Ouais, Pas sûr qu'il s'entraîne. ouais, d'accord, ok. Pour jouer le samedi soir. Ouais. C'est Donc ça. oui, voilà, il y a aussi cette possibilité-là pour Dufus de pouvoir se faire voir un peu. Voilà. Ok, bon bah écoutez, je vous ai affiché le classement de Ligue 2 parce qu'on on a bien débriefé le match, mais ce match a évidemment des conséquences au classement, enfin pas direct puisque on ne bouge pas, on reste deuxième, on est 4 points derrière 3, on est 3 points devant Le Mans, 6 points devant le Red Star et 7 points devant Reims qui est cinquième du classement. Globalement, on a vraiment deux wagons qui se distinguent maintenant sur cette deuxième partie de saison. À votre avis, est-ce que, j'ai l'impression de poser cette question chaque semaine maintenant, mais est-ce qu'il faut continuer de viser le top 2 et la montée directe? Est-ce qu'on regarde plutôt derrière? Est-ce qu'on regarde plutôt devant? T'es dans quel état d'esprit vis-à-vis de cette fin de saison, Clément? Alors moi, j'ai dit depuis la première journée, je vise le titre en Ligue 2. Alors c'est très bien si on monte, c'est l'objectif, mais l'objectif qui avait été annoncé par la direction aux partenaires, c'était aussi de gagner ce titre de champion de Ligue 2. Et vu l'effectif qu'on a, les moyens qu'on a mis sur le mercato, pour moi, tout autre résultat qu'un titre en fin de saison aurait une saveur pas si dingue que ça. Donc moi, je vise le titre. Je dis depuis le début, je reste sur ma ligne. Je pense que ça doit être notre objectif. Après, Et du coup, évidemment, ce qui compte, ça reste d'assurer la montée, bien c'est ça. entendu. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut espérer un faux pas de 3. Tu les vois pêcher 3? Oh oui, c'est possible. Hein. Ils sont plus aussi dominants dans le jeu qu'ils ne l'ont été à une période. Encore, j'ai pas regardé le match en toute honnêteté, mais j'ai vu que c'était limite niveau arbitrage contre Dunkerque l'autre jour et que bah, derrière ça a déroulé. Mais 3, bah, ils vont jouer notamment, je crois, Rodez, qui est quand même sur ils vont à Rodez, il me semble, dans genre Attends, 2-3 je semaines. t'affiche la course. Ouais, c'est ça. Donc voilà, par exemple, ça c'est un déplacement qui peut être périlleux vu la série sur laquelle Rodez est en ce moment. Donc bah, évidemment, si on veut leur passer devant, il faudra gagner à Geoffroy Guichard contre eux. Mais ça me semble pas inenvisageable sur 6 matchs de les voir faire un petit faux pas. Ça me semble pas inenvisageable. Ouais, t'y crois toi aussi, Karl? Au faux pas de 3 et au titre? Alors déjà, je me souviens qu'au début de saison, je faisais les programmes et je posais la question toutes les premières émissions, je disais est-ce que avec tout autre résultat que le titre de champion est une faute professionnelle pour la SSE, compte tenu du budget, compte tenu de l'effectif, compte tenu des ambitions affichées et de l'argent mis dans le club depuis 1 an et demi, enfin depuis 1 an à l'époque. Donc oui, effectivement, moi c'est titre ou rien, champion ou rien. J'y crois parce qu'effectivement, 3 est plus aussi souverain, même s'il bénéficie encore de quelques décisions arbitrales litigieuses. Mais ils ont quand même un calendrier assez complexe parce que Montpellier, là, est invaincu depuis 4 matchs. Rodez fait une deuxième partie de saison dingue. Et bon, il y a la confrontation directe qu'il faudra pas louper à domicile. Mais il y a aussi, en avant-dernière journée, Laval. Et Laval qui va sûrement jouer peut-être sa place de barragiste, donc jouer son va-tout sur ces derniers matchs-là, parce que c'est le sprint final, et en bas, il y a aussi des trucs à jouer au classement. Donc oui, on peut tout à fait légitimement espérer un faux pas de 3, pardon, mais il faut aussi dans le même temps que Saint-Étienne assure le coup sur les 6 derniers matchs, quoi. Mais oui, moi j'ai... Après, je me permets sur la question du titre. Je pense qu'il y a aussi une question générationnelle parce que bah, j'en discutais avec Romain sur un avant-match il y a quelques semaines et je vois souvent des commentaires de gens qui disent que pour eux, la Ligue 2, gagner le titre ou pas, on s'en fout et tout. Moi, je suis supporter depuis quelques années seulement. J'avais regardé la finale de la Coupe de la Ligue, c'était en 2013, je crois. J'avais 8 ans. C'est un souvenir qui me reste assez vague. Certes, c'est que la Ligue 2. Je vais pas poser une semaine de congé pour fêter ça.
mais ça reste un titre et j'en ai jamais connu en réalité. Donc ça laverait aussi un peu. T'as connu 2013 du coup. T'as connu Bah, je l'ai connu, mais enfin, je te mens pas, je m'en souviens à peine, Ouais. quoi. C'était, T'es un ça reste très 2005 vague. du coup. Ouais, je suis en 2005. Donc, je te mens pas que je pense pour ma génération aussi, on n'a jamais connu ça. Donc, ou alors très partiellement. Donc, ça pourrait être un événement sympa et qui laverait un peu l'affront de la saison dernière. Ouais. Où, enfin, vas-y, quoi. Ils avaient juste sous-estimé la Ligue 1 alors qu'ils auraient pu investir un peu plus et faire en sorte qu'on se mette pas dans cette situation-là. Karl. Non, mais alors je suis totalement d'accord avec Clément. Il y a un effet générationnel de 1 et de 2. Enfin, je veux juste pas qu'on. Enfin, en 2004, donc le dernier titre de champion de Ligue 2, enfin, ceux qui ont connu cette époque-là, donc nos parents, ils s'en souviennent. Enfin, ça les a marqués aussi, le but de Bridonneau, qui nous fait monter, mais c'est aussi un titre de champion, quoi. Et c'est jamais négligeable dans un projet. On est encore au début d'un projet. Alors oui, je pense que Kilmer, l'ambition, c'est pas d'être champion de Ligue 2, c'est bien plus, mais c'est toujours une ligne au palmarès. Alors c'est pas la Ouais. plus haute, pas la plus belle, c'est pas la plus fringante et la plus brillante, mais c'est toujours prenable et ça peut susciter tout de plus un engouement l'année prochaine si on arrive à monter en Ligue 1 Ouais. aussi. On Non mais n'arrive pas avec le même on n'arrive pas avec le même statut en étant champion de Ligue 1, en champion de Ligue 2 quand on arrive en Ligue 1, c'est qu'en vrai. étant deuxième, parce que en fait, même si on peut être à 1 point ou 2 points du leader, et ben dans l'esprit des gens, c'est pas la même chose. Oui, oui, non, et puis je vous rejoins. C'est vrai que moi aussi j'étais jeune lors du dernier titre de Ligue 2, mais cette équipe avec Nicolas Marin, avec Bridonneau, tout ça, et ça fait quelque chose d'y repenser. Et oui, c'était de la Ligue 2, mais moi, mes premiers matchs que je suis allé voir à Geoffroy Guichard, c'était en Ligue 2 à cette période-là. Et j'en ai des super souvenirs. Donc, oui, oui, c'est sûr qu'il faut pas être blasé. Et un titre, même en Ligue 2, reste un titre et il sera fêté comme il se doit. Juste, Karl, je sais que t'aimes bien ce genre de petits jeux. C'est quoi le top 5 de la Ligue 2 cette année, dans l'ordre? Ouais, oui, je trouve ça sympa. Bah, dans l'ordre, allez, moi, grosse pièce sur Saint-Étienne champion. Saint-Étienne champion, 3 deuxièmes, donc on monte tous Ok. les deux favoris au début de saison. Et puis après, ouais, grosse cote sur Le Mans troisième, donc qui joue le deuxième playoff uniquement à domicile. Et bon, je vois bien, allez, je pense que le Red Star va sortir du top 5. Je vois bien Reims et Rodez. Rodez qui rejoue les playoffs comme lors de notre dernière saison en Ligue 2, où on les joue à domicile Ok. d'ailleurs, au playoff 2. Et donc Montpellier ne se ferait pas un chemin dans le top 5. Non, et ça Ok. me dérange pas. Quel connard. Clément, toi, ton petit top 5 de Ligue 2, il ressemble à quoi? Moi, il ressemble Saint-Étienne champion, 3 deuxième, Le Mans, oui, 3 deuxième, Le Mans troisième, Reims quatrième et le Red Star cinquième. Je vois pas une autre équipe quand même s'intégrer Ok. là-dedans. Parce que pour moi, il va pas y avoir, même imaginons que Rodez fasse un coup contre 3. En fait, je vois pas Reims et le Red Star perdre tant de points que ça, quoi. Et Rodez va nous jouer, si je dis pas de bêtises. Oui, Rodez nous joue en plus. Donc Ouais. je pars du principe qu'on ne donnera pas 3 points à Rodez non plus. Et Rodez qui joue 3 aussi. Enfin, Rodez, joli petit calendrier Oui, et puis sur oui, la oui, fin de non, c'est saison. sûr Ouais. que Ouais. c'est un beau calendrier. Et puis, enfin, même là, ils vont aller à Dunkerque, je crois, c'est jamais simple. Ils vont aller à Laval, ils jouent Amiens chez eux, des équipes qui vont jouer le maintien, donc qui vont s'arracher sur les dernières journées. Le calendrier est loin d'être le plus simple des 5-6 équipes du haut de tableau. Ouais. Et petite question un peu subsidiaire, on va dire. Est-ce que vous pensez que Montagny il peut se fixer cet objectif d'être invaincu jusqu'à la fin de saison? Ce serait assez hallucinant d'avoir un coach qui arrive à la mi-saison et qui est invaincu pendant toute la deuxième partie de saison. Ce serait incroyable. Tu penses que ça peut être un objectif, ça, Karl, ou c'est un peu bête de penser ça, ça donne une pression non nécessaire? Je pense qu'il se fixe pas l'objectif au club, en tout cas Ouais. avec son équipe. Peut-être que lui, il y pense, mais je pense qu'il en parle pas à ses joueurs et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est une pression
inutile. Concentrons-nous d'abord sur les résultats et regardons ce que fait Troyes devant nous et Le Mans derrière nous. Mais quand tu regardes le calendrier, tu joues quand même Troyes, ok, mais tu le joues à domicile, tu joues Dunkerque à domicile et tu joues le dernier match de la saison à domicile. Alors il y a un déplacement à Bastia, on ne sait même pas s'il sera à Bastia ou pas, parce que Bastia est en attente d'un jugement de la LFP. Tu vas à Nancy, qui bon, Nancy. Et t'as Rodez, ouais, c'est l'enchaînement Troyes-Rodez qui pourrait remettre en cause cet objectif-là, Ouais. mais je pense qu'il est. Ouais, t'en penses quoi, Clément? Tu penses que c'est envisageable, le invaincu jusqu'à la fin? Ouais, bah sur l'avant-match que j'avais fait pour Peuple Vert je crois que c'était il y a 2-3 semaines, j'avais dit que ça me semblait pas inenvisageable du Oui, c'est tout. vrai, je me souviens. Et je le pense toujours. Après, comme l'a dit Karl, je pense pas qu'il faille en faire un objectif à tout prix, dans le sens où ça peut être une pression inutile, mais c'est pas impossible. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, et ben écoutez, je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette émission. On va avoir une trêve pour se reposer. Tiens, Karl, toi qui as un peu plus le nez dans les plannings, il y a un SNC la semaine prochaine? Je pense pas. C'est pas prévu. Enfin, Bah, on va dire que non. Et s'il y en a un, ça sera une bonne surprise, mais je pense pas, Ok. non. Eh ben il me semble écoutez, que Romain avait dit non aussi, de ce que j'avais lu. ok. Voilà. Bon, et ben écoutez, nous aussi on a le droit à un petit peu de repos bien mérité. Profitez bien de cette trêve, profitez bien. Pour l'instant, là, on est sur quand même une magnifique série. Donc, kiffons notre vie de supporter. On le sait, la vie d'un supporter et d'une supportrice, c'est plus de chagrin que de bonheur. Alors là, profitons de ce bonheur toutes et tous ensemble. Et puis on se revoit du coup pour la reprise du championnat avec le match contre Nancy, où il ne faudra pas se rater parce que c'est justement ces matchs-là qui peuvent faire la différence. Merci Karl, merci Clément, merci Quentin d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à vous qui étiez là dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Et merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. Allez les Verts, bonne nuit. Allez les Verts.